au début du siècle. Là, on est même en 1897, si je ne m'abuse, quand il est né. Ensuite, le Casino-Théâtre sur lequel je vais revenir, qui était à l'époque sur le boulevard Jubelin, actuel boulevard Mandela, et peut-être un peu moins connu, moins présent dans les sources, le château. L'interrogation de M. Armand Hider récemment m'a permis de savoir que le château, selon ses souvenirs, était construit sur le même mode, c'est-à-dire c'était une construction sur pilotis. C'est la même chose au petit balcon qui était surélevé sur un pilotis. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a vraiment l'impression que les bals sont situés à proximité immédiate des lieux d'habitation, sachant que le maire a pris le décret en 1897 d'interdire la présence de bals sur la surface de la ville. Donc on va les placer aux environs immédiats. Ça permet vraiment de prouver que la musique structure la société, ce qui est prouvé par les sources. Sachant que le petit balcon va plutôt attirer, les sources en parlent, l'élite sociale de la ville, alors que les deux autres, et surtout le Casino-Théâtre, vont plutôt avoir une mixité sociale plus importante. C'est en tout cas ce qui ressort de pas mal de sources. Alors là, je parle de Cayenne, mais cette période est évidemment extrêmement riche pour l'histoire de la musique guyanaise dans les placers, dans les villes comme Mana, dans les capitales de la production aurifère que sont Mana, Sinnamary, Saint-Laurent. Et ce qui était très intéressant, c'est que j'ai trouvé plusieurs sources qui évoquent des interpénétrations de patrimoines musicaux différents. Par exemple, je vais vous citer un ouvrage qui a été publié par Tripot en 1910, qui voyage dans les placers. Il est en train de visiter un casino. Alors, je précise bien que dans le sens guyanais de l'époque, un casino, c'est plutôt dédié à la pratique de la danse qu'à la pratique du jeu. D'où le nom Casino Théâtre de Cayenne. Là, il est dans un casino. Il y en a, je crois que Jeanne Epailly en a recensé 2 à Mana. Il y a vraiment des casinos un peu partout. L'hédonisme des chercheurs d'or est prouvé par de nombreuses sources. On va aller dépenser l'argent gagné dans les casinos au son du cassecor. Mais ici, je vais vous montrer qu'il y a aussi d'autres musiques en présence. D'ailleurs, l'ouvrage de Madame Blérald m'a permis de savoir également que le débotte est une introduction liée au Saint-Lucien pendant cette période en Guyane. Alors je vous lis le texte. Quelques femmes affectées au service du comptoir se produisirent ensuite et, guidées par les danseurs cayennais, elles s'essayèrent au déhanchement lentement rythmé mais extrêmement voluptueux qui caractérise le cassecor. Traduisez cassecor. La danse favorite des Guyanais. Puis elles sautèrent la moulala martiniquaise qui s'accompagne de chants improvisés dans lesquels chaque ballerine célèbre ses mérites et avantages personnels et déprécie ses rivales dans l'art de Terpsichore, la déesse de la danse. Donc voilà un des témoignages qui permettent d'évoquer cet univers où voisinent des vocabulaires musicaux différents, d'origine géographique différente, alors que dans les sources que j'ai étudiées, la danse, le bal au tambour est mentionné, mais dans toutes les sources que j'ai consultées, pour le moment, il se limite à la mention du gragé et du camougué, notamment au moment des élections municipales en campagne. Il y a des hommes politiques qui se déplacent à l'occasion d'un gragé, et donc le gragé, dans les cartes postales anciennes également, le gragé et le camougué sont régulièrement cités. Par contre, c'est un peu ma surprise dans l'analyse de ces musiques. Le caseco est quasiment constamment associé à la musique plutôt jouée dans les bals et associé à la begin. Alors, je vais y revenir, mais pour ce faire, je voulais vous parler du Casino Théâtre. Là, donc on est boulevard Jubelin, je ne sais pas si tout le monde s'oriente. Alors oui, je vous signale juste quand même à ce sujet les témoignages des voyageurs, mais celui de Michel Loyer également, à l'époque conservateur du musée Franconi,
personnalité influente qui connaît extrêmement bien la culture et la société guyanaise. Et dans l'un de ses ouvrages qu'il publie à la fin de sa vie, voilà la définition qu'il donne du kaseka. Le kaseka au Begin n'est autre chose qu'une polka endiablée. Toute la salle prend part à cette danse, aussi le kaseka se danse-t-il de préférence pour clôturer un bal. Donc je m'étonne de l'association des deux musiques qu'on va retrouver dans d'autres témoignages. Voilà la photographie, il y en a plusieurs, du Casino Théâtre de Cayenne. Je pense que celle-ci doit être immédiatement après l'incendie de 1905, puisqu'on a l'impression que les planches, l'ensemble est relativement neuf. Et puis la nouveauté, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de représentations iconographiques de ces bals kaseka. J'ai eu la surprise, grâce à l'intervention de mes collègues, de savoir qu'il y avait une étude qui était menée en ce moment sur un artiste du bagne qui s'appelle Léon Crouf ou Croef. Donc je me permets d'ailleurs de vous préciser qu'il y aura une publication à venir sur le sujet, qu'on connaissait sous le nom LK. Donc c'est un caricaturiste, ce sont clairement des caricatures, mais il a croqué de façon assez répétée l'intérieur du théâtre Casino dans des scènes vivantes, marquées probablement par un racisme latent ou une dominante coloniale, mais on y trouve une description extrêmement précise vivante aussi de ce que pouvait être l'atmosphère à l'intérieur du bal que les sources souvent mentionnent comme le bal kaseka. Je vais bientôt terminer, mais je voulais juste vous citer en parallèle à ces dessins, à ces caricatures, le texte de Louis Chadourne. Alors Louis Chadourne, c'est une personnalité raciste, vous allez vous en rendre compte dans son texte, mais c'est un écrivain qui est venu en Guyane. C'était le secrétaire de Jean Galmot, et il a laissé des descriptions extrêmement précises de ce qui se passait à l'intérieur du bal, mais également il a mentionné des balles au tambour qu'il a vécu, où il mentionne la personnalité d'Iki, un acteur de la musique et pas seulement, de la politique guyanaise au début du XXe siècle. Alors, je vous cite le texte de Louis Chadourne et on s'arrêtera bientôt. Hier soir, bal kaseka. Un peu en dehors de la ville, un grand hangar couvert de zinc. Des bancs et des tribunes en planche, un orchestre composé d'un violoncelle, d'un trombone, d'une clarinette sur une estrade. Un peu au-dessous d'eux, vis-à-vis, assis presque par terre, un nègre secoue une boîte pleine de clous, le chacha, et autres frappent 2 morceaux de bois. L'orchestre joue des valses, des polkas, des mazurkas et des rythmes fous scandés frénétiquement par la boîte à clous et les bâtons. Alors, il s'ensuit une description très précise, si le sujet vous intéresse, sur la danse qui est décrite sur 2 pages. Et puis, je termine avec la fin du texte. Et la boîte à clous marque la sarabande, la clarinette se perd dans des modulations roucoulantes, terminant en hoquet. On reconnaît des airs à la mode de Paris, il y a 10 ans, des valses défuntes, des polkas de nos enfances devenues des danses alcooliques, violentes, cinglées par le chacha, un rut farouche de nègres arrosés de punch. Alors, si nous faisons abstraction des saillies racistes du texte, il y a une description assez précise de ce que pouvait être la musique, qu'on associe habituellement plutôt à d'autres musiques, mais je voulais préciser qu'avant la fixation sur disque en 1929 des premières Begin, on ne sait pas vraiment finalement quel vocable ça recouvre. On avait le même discours avec le jazz. Vous savez qu'avant la fixation sur disque des premiers disques de jazz en 1917, on parle plutôt de ragtime, de foxtrot, de two-step, mais c'est seulement à partir de l'existence de disques et de partitions qu'on a plus de certitude. Voilà donc pourquoi à l'époque il semble que ces musiques ont des expressions, des manières de les déterminer totalement volatiles, mais en tout cas elles sont en présence toutes les deux, la danse kaseka, l'expression kaseka et la Begin. Alors l'époque, en tout cas à l'époque, ces danses ont eu beaucoup de succès, puisque dans les fameuses camelotes vendues par les prisonniers, on trouve des répétitions
Là, c'est le hasard, mais on a trouvé cette aile de morpho gravée qui se trouve aujourd'hui, qui est conservée au musée de Cacao. Et ce qui est très étonnant, c'est que, regardez bien, c'est la version, c'est la reproduction inversée, donc sans doute par un calque ou par une impression du dessin de LK vis-à-vis. Donc probablement que ces dessins de LK ont eu un certain succès. Voilà, je terminerai juste en précisant, parce que c'est peut-être pas familier pour tous, que Stelio est devenu ensuite le très grand musicien de Big In à Paris. Il a vécu ensuite 10 ans en Martinique, où il a obtenu du succès avec une musique qui a priori a remporté tous les suffrages, une musique décrite comme extrêmement énergique. Et puis ensuite, il est parti à Paris. L'exposition coloniale de 1931 en a fait une vedette internationale. Voilà un disque, je terminerai avec ça, qu'il a enregistré en 1935, qui s'appelle Belle Cayennaise. Et autre hypothèse, parce que je travaille pour le moment avec des hypothèses, il a pu ressortir dans ce... c'était quelqu'un qui ne lisait pas la musique, mais qui avait une mémoire décrite comme absolument confondante. Il a pu en ressortir des éléments d'une partition qu'on conserve ici par Maximilien Sabat, que M. Lanoux avait mentionné. Je vous laisse écouter le morceau. Voilà, pendant la fin du morceau, je vais peut-être attendre quand même la fin, je suis peut-être un peu long, je termine dans un instant. Excusez-moi, je vais couper parce que je voulais juste terminer en vous disant quelques petits éléments quand même. Voilà, ah zut, pardon. Voilà, vous dire juste que dans l'orchestre qui a eu ce succès, je me dois de mentionner le personnage ici, le tromboniste de l'orchestre de Stelio, qui s'appelle Archange Saint-Hilaire. Il n'a pas vécu longtemps en Martinique, il est né en Martinique, mais dès 1896, il a eu une activité, selon les sources, de pêcheur puis de chercheur d'or en Guyane. Il a été parmi les gérants du casino-théâtre que j'ai mentionné, et donc il est certainement très actif dans la production de cette musique. Malheureusement, il s'est gravement fâché avec Stelio dès le début de leur collaboration à Paris, et il est présent seulement sur les premiers enregistrements. Lui, c'est un inconnu, on n'a jamais pu l'identifier, il a sans doute été juste missionné pour remplacer le batteur malade sur la photographie. Par contre, le personnage qu'elle a, c'est Ernest Léardé, c'est une des grandes vedettes de la Big In également. Léardé n'est probablement pas venu en Guyane, mais son premier engagement était dans un orchestre guyanais, celui du trompettiste Hérissé. Là, c'est pareil, on a très peu d'éléments sur ce musicien qui mériterait une étude plus franche. La grande vedette de la Big In, c'est également la chanteuse Léona Gabriel. Elle a rencontré Stelio en Guyane, puisqu'elle aussi vivait à Cayenne pendant son adolescence et le temps où elle était jeune adulte. Je terminerai juste en vous disant que les deux volets de cette étude, l'objectif ce serait d'analyser les conditions qui ont permis de favoriser l'émergence de composantes du patrimoine guyanais qui sont à la fois, je trouve, originales et également inédites, liées à ce dynamisme de la société que j'ai esquissé. Je précise bien que ce que j'ai présenté, ce sont pour le moment des hypothèses de recherche que je souhaitais vous présenter. Je crois que j'ai été un peu long, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je remercie mes collègues des archives qui m'ont grandement aidé à la préparation de cette présentation. Alors, je vais revenir, alors je ne sais pas s'il y a des